Bienvenue chez PandaSuite, bienvenue dans cet atelier. Donc, ces ateliers, on vous les propose depuis le début du confinement. Les ateliers, on les organise régulièrement dans nos locaux à Paris. Voilà, bon, là, c'était pas possible, donc on met en place un nouveau format. L'idée étant d'être en petits groupes, de pouvoir répondre à toutes vos interrogations, de pouvoir s'adapter aussi à votre niveau. Je ne sais pas si vous connaissez encore PandaSuite. Je sais que certains d'entre vous l'utilisent, d'autres peut-être pas. Donc voilà, je vais essayer d'avoir une approche un peu générale de l'outil pour vous présenter à la fois des exemples de réalisation, vous présenter l'outil à quoi il sert et ensuite de passer sur un exemple concret d'une application. C'est une petite application même mobile qu'on a réalisée pour cet atelier et qu'on décortiquera ensemble. Ça vous permettra de mieux comprendre le studio de création et les principes de fonctionnement. Donc, déjà un premier mot. Donc déjà, je m'appelle Aude, je fais partie de l'équipe PandaSuite. Donc, comme je vous le disais, nous sommes localisés à Paris et notre équipe a développé donc l'outil dont nous parlons aujourd'hui, qui est un outil de création interactive et de développement d'applications sans aucune ligne de code. Donc concrètement, on a développé PandaSuite pour permettre à toutes les personnes qui n'étaient pas techniques, pas développeurs, d'être en capacité de créer des supports interactifs pour tout type d'écran. Donc on peut parler de mobile, de tablette, d'une borne, d'une table interactive. On est vraiment sur tous les supports, sachant que vous allez créer visuellement à travers un studio de création que je vais vous montrer juste après, et que ce que vous allez réaliser va vous permettre va être automatiquement généré dans les différents langages de programmation, en iOS, en Android, en web, pour être utilisé vraiment dans les différents supports et que vous n'ayez pas à vous soucier de cet aspect technique. La force de PandaSuite, ça va être la liberté de création, c'est-à-dire qu'on a voulu un outil qui certes était sans ligne de code, mais que ce soit un outil qui permette pour vous de personnaliser jusqu'au moindre pixel, de pouvoir créer des interactions différentes, de jouer avec les différentes technologies. Donc, il en fait un outil qui est extrêmement riche et utilisé par une variété de secteurs d'activité et de profils quand même assez différents. Donc moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous montrer des exemples de réalisation, des types de produits qu'on peut réaliser, des produits digitaux qu'on peut réaliser avec PandaSuite pour justement déjà que ce soit un peu plus personnalisé, un peu plus concret pour vous. Alors, déjà, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est que je vais connecter mon iPad. Donc, j'ai mon iPad à côté de mon écran. Je vais le mettre en partage d'écran et je vais vous montrer déjà quelques réalisations qui ont été réalisées pour la tablette, qui sont de l'ordre de la présentation ou de l'application. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. Tap, tap, tap. Donc voilà, vous devriez voir à l'écran effectivement mon iPad. Donc là, je suis dans l'application Panda Viewer. L'application Panda Viewer, c'est la petite application que vous voyez avec la tête de panda. Concrètement, c'est une application que vous pouvez télécharger gratuitement et à laquelle vous vous connectez et qui vous permet, avec vos identifiants, de retrouver vos projets et vraiment les tester directement sur la tablette. Donc, je vais vous montrer différents projets. Je vous propose de commencer avec cette application qui est une application entre guillemets mythique de PandaSuite, sachant que c'est une des premières applications de l'outil. Elle a bien 5 ans. C'est une application qui s'appelle Louvrésim, qui permet de découvrir et de rentrer dans le détail de 30 tableaux du Louvre. Donc, elle a été réalisée en partenariat avec la Réunion des musées nationaux. Donc, j'ai ce menu éventail ici et j'ai la possibilité de choisir une œuvre. Quand je tape sur la fiche, de rentrer dans le détail, d'avoir effectivement un texte défilant, d'avoir des possibilités de zoom pour pouvoir vraiment découvrir tous les détails de l'œuvre, donc là avec une visualisation vraiment haute définition, et d'être accompagné pas à pas dans le détail de la composition. Donc ici, vous voyez, j'ai le tableau, j'ai des petites légendes et c'est moi directement en swipant qui vais faire apparaître les informations du tableau. Je vais pouvoir ici notamment, ce qui est intéressant avec ce tableau, c'est que j'ai des lignes de force qui sont caractéristiques. Donc j'ai le texte à gauche qui me les détaille et donc au fur et à mesure de la lecture du texte, vous voyez, quand je scrolle, j'ai ces lignes de force qui apparaissent visuellement dans l'outil.
Donc, on y reviendra hein, sur les principes de création, mais concrètement, j'ai des composants. Là, vous voyez, j'ai le composant de défilement sur la gauche. J'ai un composant multi-état qui est au centre de mon écran avec les lignes de force. Et avec les synchronisations, je peux faire en sorte qu'au fur et à mesure du défilement, je fasse apparaître des choses. Et vous verrez que vraiment, ces composants sont la pierre angulaire de votre création et on va ensemble les parcourir pour que ce soit plus clair. Bon, là, il y a plein de projets différents, plein de tableaux. Je ne vais pas aller plus loin dans ce détail-là. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer Mitsubishi aussi. Mitsubishi, on est sur un autre type de support. On est sur un support qui est plutôt de l'ordre de la présentation. Alors, c'est un sujet qui est intéressant, celui-ci en plus, c'est une agence de communication qui avait un rendez-vous commercial avec Mitsubishi, qui voulait leur montrer le champ des possibles et justement ces nouveaux types de présentations qui vont plus loin dans l'interaction et dans les effets. Donc l'agence a réalisé ce support, donc qui est vraiment un support de démo, mais ils l'ont fait à partir des médias qu'ils ont trouvés sur le site internet de Mitsubishi, donc notamment la vidéo que vous voyez en fond d'écran. Et ils ont réalisé cette navigation, ces interactions qui me permettent, avec le discours de la marque et les visuels de la marque, de pouvoir justement animer tout ça et avoir une expérience qui soit vraiment riche, multimédia et interactive. Donc, on a beaucoup de supports qui sont de l'ordre de la présentation, qui sont réalisés avec notre outil. Donc là, c'est une présentation voilà, avec cet aspect un peu sommaire. Après, on a des présentations qui restent, entre guillemets, sur une construction plus linéaire, comme cette présentation qui a été réalisée pour le groupe Comexposium. Je m'excuse s'il y a un petit délai, hein, parfois ça avec la projection et la retranscription vidéo, on peut avoir un peu de latence. Je vous montrerai juste après où retrouver tous ces exemples et vous pourrez regarder les vidéos et pour certains même directement manipuler et tester les supports, donc vous aurez votre propre navigation. Ici comme Exposium, alors là concrètement, à la base, ils avaient un PDF assez statique et ils ont voulu, sur cette même base, avoir des enrichissements, mais en gardant voilà une navigation qui restait entre guillemets classique avec des boutons en bas à gauche, les boutons précédents et suivants. Et par contre, au niveau des différents écrans, la possibilité, quand je tape par exemple sur les petites icônes là, de faire apparaître des animations. Et c'est ça qui va vous apporter la création interactive, c'est vraiment de pouvoir donner différents niveaux de lecture. Donc là, j'ai le niveau global. Et effectivement, quand je clique sur un des pictos, j'ai plus d'informations qui apparaissent. C'est le cas aussi, j'aime bien cet écran avec le comité exécutif. J'ai une vision globale, je vois les différents personnages, enfin les différents membres du comité exécutif. Et quand je clique sur un des membres, j'ai son explication et la présentation de son profil. Donc voilà, bon, il y a pas mal de choses. Il y a des effets un peu de scroll, de parallaxe et j'ai un menu en haut assez simple. Dans les fonctionnalités de l'outil aussi, ça peut être intéressant pour vous, j'ai la gestion des langues. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous créez le support dans une langue, ensuite vous rajoutez des langues et vous changez le contenu qui correspond à chacune de ces langues. Donc ça vous permet très simplement d'avoir une approche multilinguale. Donc voilà, ça c'était vraiment sur l'aspect un peu plus de présentation. Il y a beaucoup de supports qui sont de l'ordre du ludique. Ici, on a ce support qui a été réalisé donc pour les enfants et il comporte des contenus du type des quiz, du glisser-déposer, vraiment des modules qui sont plus interactifs et à destination des enfants. Notamment cet exemple-là qui est du corps humain avec des fonctionnalités de drag and drop. Donc concrètement, mes organes, je peux les déplacer et quand je mets par exemple le cerveau au bon endroit au-dessus du crâne, j'ai l'explication qui apparaît sur la gauche. Donc je peux faire des combinaisons comme ça et faire apparaître petit à petit et permettre à l'enfant de comprendre le rôle de chaque organe. Sachant que là, c'est encore un composant qui a été utilisé, c'est le composant glisser-déposer, qui me permet à la fois de choisir les éléments glissables et de choisir l'endroit où je peux les déposer et d'y associer des interactions.
Donc voilà, on y reviendra aussi quand on verra le studio de création et on verra où se trouve ce composant glisser-déposer qui vous permet effectivement d'avoir des approches un peu plus interactives, notamment pour des interfaces tactiles, ça peut être chouette. Sur un autre aspect encore, on a beaucoup de supports d'aide à la vente qui sont réalisés avec notre outil, notamment à des fins de tablettes. Les commerciaux sont de plus en plus équipés effectivement dans leur mobilité de tablettes. Donc on a par exemple ce support qui a été réalisé pour les commerciaux de JLL, hein, un groupe important de l'immobilier, et qui leur permet d'avoir tout l'argumentaire commercial qui est sous la main et surtout qui leur permet d'être adapté en fonction des réponses du client. Donc concrètement, en fonction de ce que va dire le client sur ses enjeux actuels, que ce soit du lancement, de la croissance, de l'international, eh ben, je vais avoir une entrée et un argumentaire qui va pouvoir être aiguillé en fonction des réponses du client et vraiment d'être modulable. Donc là, si par exemple il lui parle de croissance interne, je vais pouvoir lancer et avoir tout le discours, tous les arguments qui vont me permettre de après dérouler mon discours, de dire bah voilà, si vous souhaitez déménager, voilà les arguments, voilà les critères, d'avoir les petits business case qui vont bien sur la droite et d'avoir vraiment un outil clé en main disponible en hors ligne, hein, et voilà, qui est vraiment utile dans les déplacements commerciaux. Un point là-dessus, souvent les supports qui sont créés via Panda vont permettre de jouer avec l'interactivité pour générer plus d'engagement, mais aussi de pouvoir réutiliser et remettre en scène des contenus existants. Parce que là, on est dans un cadre commercial, on a souvent des fiches produits qui existent, des cas clients, voilà. Mais tout cet argumentaire, toute cette matière est éparpillée à gauche, à droite. L'avantage, via des supports réalisés et des supports interactifs comme ça, c'est de pouvoir réutiliser toute cette matière-là et de la recentraliser au sein d'un support qui soit interactif et adapté et voilà, et enrichi avec des contenus multimédia, des choses comme ça. Un dernier exemple que je voulais vous montrer, deux exemples. Je vous parlais de liberté de création tout à l'heure. Je vous disais que PandaSuite se différencier avec vraiment cette volonté de, même pour des personnes qui ne savent pas coder, d'aller loin dans les interactions. C'est le cas notamment avec cet exemple qui est l'exemple d'un support de présentation d'une bague. Alors là, je vais vous demander de regarder en parallèle ma caméra, hein, et vous allez voir que en fonction de l'inclinaison de ma tablette, je vais faire pivoter la bague. Donc j'ai un principe de synchronisation entre une séquence d'images, qui est la séquence avec ma bague, et notamment un mouvement horizontal. Et ça, c'est un des composants qui fait partie de PandaSuite, c'est le composant capteur de mouvement que je peux paramétrer sur une amplitude et donc générer ce type d'effet. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un effet qui me permet de valoriser mon produit et d'avoir un effet 360. J'ai plein de composants comme ça avec lesquels je vais pouvoir jouer. Je vais pouvoir jouer avec le souffle. Ah, attendez, je vais vous le montrer parce qu'il est sympa. Et il passe toujours bien, même directement sur une visio. Donc, je vais vous montrer un support qui a été réalisé par des étudiants des Gobelins. C'est un support qui est un livre interactif autour de l'histoire antique, notamment autour de l'Égypte antique. Donc, on y retrouve beaucoup de contenu multimédia. Tap, tap, tap. Quand je vais dans la partie art, c'est là où il y a des choses qui sont chouettes, notamment sur la partie pyramide. J'ai un principe de curseur qui me permet de faire piloter ma pyramide et de faire apparaître des informations, des volets informatifs en fonction d'où je me trouve dans la découverte. Et ce que j'aime bien, moi, c'est l'écriture. Donc là, vous allez pouvoir, pareil, regarder ma vidéo en parallèle. Et donc, quand je souffle, j'ai ce sable qui s'enlève et ce panneau informatif qui apparaît.
Donc, on a le capteur souffle disponible également dans l'outil, sachant que c'est une petite astuce, mais il n'y a pas de capteur souffle en tant que tel sur les tablettes et sur les mobiles. Néanmoins, on a un micro et on utilise la saturation du micro pour reconnaître une action de souffle et donc faire cet effet-là. Mais c'est vrai que ça s'y prête tout à fait. Là, dans un cadre, on parle d'Égypte, on parle de sable, voilà, tout de suite on imagine bien. Donc là, c'est vraiment la synchronisation entre ce capteur de souffle et avec une séquence d'images qui va me permettre de montrer cet enlèvement du sable. Donc voilà, je parle. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer aussi un magazine. Parce qu'il y a des magazines qui sont réalisés via notre outil. Tac, tac, tac. Il est très simple. C'est un tuto, c'est un template que vous pouvez utiliser, hein. Pareil, je vous montrerai où trouver tout ça. Ce template-là, il est vraiment très simple. C'est juste une navigation au swipe pour aller de chapitre en chapitre et une navigation, un scroll vertical pour rentrer dans les détails. Donc là, c'est un guide de destination de week-end. Quand je passe à la partie suivante, j'arrive sur Lisbonne. Quand je scrolle ici, hop, j'ai un petit diaporama. Donc ça, c'est le composant galerie. J'ai un petit son de fado qui va bien. J'ai des pop-up qui me permettent d'avoir des informations complémentaires. Voilà, donc ça vous montre un support un peu plus éditorial, mais qui est créé spécifiquement pour le support de la tablette. Donc ça, c'était différents supports que je voulais vous montrer côté tablette. Je vais vous montrer aussi des supports qui sont réalisés pour des usages qui sont plus web. Alors attendez, je déconnecte mon iPad, sachant qu'effectivement, ce que vous créez, on peut créer des supports qui sont spécifiques pour la tablette, on peut créer des supports qui sont pour le mobile. Ce sera l'exemple que je vais vous montrer de création de proto. Et on peut également créer des supports pour l'ordinateur et pour le web. Donc laissez-moi juste connecter ma fenêtre correspondante. Hop, et je crois que c'est celle-ci. Alors, vous voyez à l'écran une fenêtre qui s'actualise. Donc là, on est sur une URL. L'URL est showroommétier.com et je vais vous présenter un support qui a été réalisé par les équipes d'Engie. C'est un support qui permet de présenter les métiers du groupe. C'était à l'occasion d'un événement de recrutement. Est-ce que vous voyez bien? Alors attendez, je réactualise parce que ma connexion n'aime pas trop. Hop, alors je vais vous montrer l'autre en parallèle qui est un support qui a été réalisé pour Forestia. Pareil, c'est des supports qui sont soit du dossier de presse interactif, soit c'est de la présentation interactive pour vous montrer voilà, un usage plus web. Alors là, il y a Forestia qui s'active. Donc là, c'est un dossier de presse à l'occasion de l'événement du CES 2020. Donc ils ont créé ce support-là qui intègre là de la vidéo. Tac, tac, tac. Avec des boutons et j'ai des petites explications qui apparaissent, voilà, des vidéos, des enrichissements. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir tout l'argumentaire de la marque et la présentation des dernières innovations, parce que c'est quand même un salon autour de l'innovation. Donc, concrètement, j'ai toutes ces innovations qui sont présentées à travers ce support et je peux naviguer vraiment avec une navigation web, avec un menu qui se trouve en haut et que je peux parcourir comme je veux. Voilà, avec des boutons, des petites choses comme ça. Ça, c'est pour Forestia. Pour la partie showroom métier, tac, tac, tac. Ma connexion internet est particulièrement chagrine. Parce que ce que je peux vous proposer en parallèle, c'est de vous montrer où retrouver tous ces exemples, parce que c'est plus simple. Où retrouver tous ces exemples, vous allez retrouver, je vous invite à aller sur le blog de PandaSuite. D'accord. Quand vous allez sur le blog de PandaSuite, le blog est constitué de 2 parties.
parties, la partie vraiment blog, et il y a un menu en haut qui s'appelle exemple. D'accord? Donc le blog de PandaSuite, c'est blog.pandasuite.com/fr. Je vais vous l'envoyer en parallèle. Hop, je vous l'envoie via le chat. Et dans la rubrique exemple, vous retrouvez quelques exemples que je vous ai montrés. Vous retrouverez l'exemple notamment de Forestia et celui de Showroom d'Engie qui sera plus facilement consultable directement depuis votre ordinateur. Et vous voyez, vous avez différents supports, aide à la visite, app événement, app mobile, et vous avez la rubrique template. Quand vous cliquez dessus, vous retrouvez les supports que vous pouvez télécharger comme template. D'accord? Donc pour l'instant, il suffit de nous envoyer un mail et nous, on vous transfère le template directement sur votre compte et après, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site qui est un regroupement de ressources utiles. Ça peut vous donner des idées ou effectivement, vous pouvez l'utiliser directement à titre de template. Et alors moi, ce que je vous propose, ça va me faire une bonne transition, c'est qu'on fasse ce support-là ensemble, enfin en tout cas qu'on le décortique parce que dans l'heure qui nous reste, on n'aura pas le temps de tout faire, mais en tout cas de comprendre comment il a été réalisé. Donc c'est une application mobile qu'on avait fait il y a 3 semaines, hein, qu'on a appelée Stay at Home, pour être dans la thématique du temps. Et on s'était dit que voilà, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir créer aujourd'hui comme support interactif? Eh ben, on pourrait créer une application mobile pour donner des ressources à toutes les personnes qui se trouvent chez soi, hein, des ressources, des articles, des vidéos, l'attestation de de déplacement, enfin voilà, donner vraiment accès à toutes ces ressources-là depuis une application mobile. Donc on créé ce support-là que je vais vous présenter là directement depuis la fenêtre. Tac, tac, tac. Alors je le relance. Donc il y a un petit écran d'accueil, une animation qui a été créée directement dans l'outil. Et ensuite, j'ai donc une application mobile avec 4 principales parties. Ici, une partie avec des articles. Bon, là, on avait repris un article du Monde, tac, 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 avec différentes ressources qui apparaissent en pop-up. Une deuxième partie ici qui était plutôt une principe de procédure. On est reparti d'un PDF qui circulait en ligne et qui montrait quelles étaient les étapes à faire quand on passait du temps à l'extérieur et qu'on revenait chez soi pour garantir effectivement sa sécurité. Donc, on a fait un petit principe de carte comme ça, interactive, avec des petits pictos sympas qui ont été trouvés sur Internet. Il y a un principe de quiz à l'intérieur, tester vos connaissances, voilà, en quelle année s'est déclarée la grande épidémie de grippe espagnole avec une gestion des bonnes et des mauvaises réponses. Comme ça, vous verrez comment on gère tout ça. Et je vous parlais de l'attestation de déplacement. C'était avant qu'elle soit mobile, hein, et c'était une ancienne version. Mais en tout cas, ça vous montre comment vous pouvez intégrer directement dans l'outil des PDF ou des ressources qui se trouvent en ligne. Donc voilà le support qu'on va réaliser ensemble. Donc on va passer à la partie studio, mais peut-être avant qu'on parte sur la partie studio, je vais vous redire un mot sur le modèle économique aussi de PandaSuite et que vous compreniez et que vous ayez une vision globale par rapport à tout ça. Donc je vais juste switcher sur notre site internet et vous afficher notre modèle, parce que c'est souvent des questions que vous avez. Donc sur notre site internet, quand vous allez dans la partie tarifs, donc c'est ce qu'on vous explique. Alors déjà, PandaSuite, il faut comprendre que c'est un outil qui est disponible gratuitement. C'est un modèle qui est ce qu'on appelle freemium, hein. C'est-à-dire que gratuitement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez créer un nombre illimité de projets à travers le studio de création. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités interactives. Vous avez accès à l'application de visualisation dont je vous ai parlé, PandaSuite Viewer sur iOS et sur Android. Et vous avez accès aux tutos et aux messageries instantanées. D'accord? Après, vous avez 2 types de formules qui est, on a une formule, un compte par utilisateur pour avoir accès à plus de fonctionnalités de gestion de projet notamment, et on a des formules de diffusion.
Donc, sur la partie compte, ce que je vous disais, c'est que vous avez un accès gratuit, mais que vous avez également un compte pro qui est à 29 € par mois, qui vous permet, alors qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet déjà dans un premier temps de pouvoir créer des liens de partage. Des liens de partage, c'est vraiment envoyer une URL à un interlocuteur pour lui montrer ce sur quoi vous travaillez. Et donc la personne n'a pas besoin de se connecter à PandaSuite, hein. Il consulte le résultat de votre travail directement depuis un navigateur ou depuis l'application PandaSuite Viewer. Et après, vous avez d'autres fonctionnalités qui facilitent votre gestion de projet, telles que la duplication de projets, le transfert ou notamment l'ajout de polices personnalisées. Donc ça, c'est sur la partie compte. Donc ça, c'est indépendant. Et après, en fait, quand votre projet est finalisé et que vous souhaitez le diffuser, donc quand on parle de diffuser, c'est vraiment vous voulez sortir de l'environnement PandaSuite, hein, vous voulez avoir une diffusion qui est à vos couleurs, soit avec votre URL personnalisée, soit parce que vous voulez votre propre icône sous un format app. Vous avez différentes formules de diffusion qui dépendent en fait des supports que vous voulez activer. Est-ce que vous voulez juste une consultation web depuis un navigateur? Donc ça, c'est la formule web. Est-ce que vous êtes intéressé par un format natif? Donc c'est vraiment, par exemple, avoir l'application mobile iOS et Android. Donc ça, c'est single. Multi, c'est si vous voulez deux types de supports natifs. Donc par exemple, vous voulez le mobile et la tablette sous un format application. Et le full vous permet d'avoir vraiment tous les formats, tous les types de formats disponibles, sachant qu'un autre paramètre qui vous permet de choisir la bonne formule, c'est également la gestion, la notion de kiosque, sachant que dans les formules multi et full, vous avez la possibilité de regrouper plusieurs projets au sein d'une même app. Pour comprendre cette notion de projet, c'est par exemple, vous êtes un éditeur, hein, et vous avez un titre de magazine, et ben vous allez pouvoir créer une application au nom de votre magazine et à l'intérieur mettre différents projets, les projets étant les différents numéros de votre magazine. Donc voilà un peu pour la présentation de nos tarifs, hein. Voilà, c'est pour vous donner une vision globale, mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que voilà, vous avez une découverte gratuite et vous avez la possibilité d'explorer, de tester vos projets et de le faire vraiment dans un cadre en toute liberté. Je vais faire juste un point là, avant de passer vraiment à la création et à la découverte du studio. Est-ce que vous avez des questions sur PandaSuite en général ou sur le modèle économique? Bonjour, j'entends pas très bien. Enfin, j'entends un son qui est saccadé. C'est un peu, ouais, c'est un peu haché. Je veux bien que la question soit également envoyée en parallèle par chat. Ça m'aidera à la déchiffrer. Alors, l'abonnement est-il pour une appli ou pour toutes les applis développées? Alors, c'est un abonnement qui est effectivement par application, Sylvie. Voilà. Donc voilà, et sachant que si vous vous posez des questions par rapport à votre projet spécifique, il ne faut pas hésiter à voilà, nous recontacter et nous, on vous aide à identifier la bonne formule en fonction de ce que vous voulez. Est-ce qu'il faut une connexion Internet pour aller sur PandaSuite Viewer? Alors, il faut une connexion Internet pour le télécharger la première fois, pour télécharger le projet à l'intérieur. Mais une fois que le projet est chargé, c'est comme toutes les applications créées en PandaSuite, elle est disponible en hors connexion. Donc, la connexion Internet n'est que pour la première fois, mais après, il n'y a pas besoin. Donc, notamment les supports commerciaux que je vous ai montrés, il n'y a pas, voilà. L'avantage, c'est vraiment d'avoir accès à tout en toute mobilité. Et voilà. Bon alors, je reste attentive aux questions qui pourraient arriver. Je vais néanmoins vous faire découvrir le studio de création. Donc, le studio de création, alors attendez déjà, je vais désactiver ça, me revoilà. Et je vais vous partager la fenêtre. Alors, le studio de création, déjà, quand vous créez un compte sur pandasuite.com, vous allez créer un nouveau projet. Après, automatiquement, on va vous proposer d'installer le studio de création. Désormais, c'est une application pour ordinateur. Donc, c'est une application qui a sa propre icône, hein, qui a la tête de panda que vous installez directement sur votre Mac ou votre Windows.
C'est une chose qui a évolué, hein. Avant, on était disponible dans le navigateur. Maintenant, pour des soucis de simplicité, on a l'application pour ordinateur. Donc, vous la téléchargez et après, vous y avez accès directement. Cette application, je vais vous la détailler et on va regarder ensemble comment ça est construit. Donc, déjà, je vais me remettre en français et on va découvrir l'envers du décor. Alors, ici, voici le studio de création. Donc, le studio de création est déjà composé d'un espace central qui est l'espace de mon projet, hein, l'espace visible. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment ce qui va apparaître sur mon mobile. D'accord ? J'ai des petites icônes en haut, texte, image, forme, composants, qui vont être des éléments que je vais pouvoir rajouter graphiquement dans mon interface, hein, dans mon écran. Et j'ai différentes fenêtres à gauche, à droite qu'on va explorer un peu ensemble. Alors, premier élément qu'il est important de connaître, c'est cette fenêtre à gauche que vous voyez, qui est une fenêtre qui est la fenêtre des écrans. D'accord ? La fenêtre des écrans, vous voyez, là, elle est composée. Alors, le 6e, il sert à rien, donc je vais directement le supprimer parce que ça va vous embrouiller. Hop. Il est composé, ce projet, de 5 écrans. D'accord? J'ai l'écran intro, j'ai l'écran article, procédure, QCM et attestation. D'accord? Donc, un écran dans Pandasuite, c'est comme une slide, une page, c'est vraiment un espace indépendant dans lequel vous allez pouvoir mettre votre contenu. D'accord? Donc, déjà, je vais utiliser cet espace-là et je vais choisir l'écran que je veux parcourir. Donc, moi, je vous propose qu'on regarde d'abord l'écran article et qu'on regarde cette construction-là. Donc, je choisis mon écran numéro 2. En termes de bonnes pratiques, quand vous commencez dans Pandasuite, ce qu'on vous recommande, c'est déjà ne pas hésiter à repartir avec un papier et un crayon, de faire vos mock-ups, de définir vraiment ce que vous allez vouloir animer, les contenus dont vous allez avoir besoin. Donc vraiment, on a beau être un outil interactif et voilà, voir tous les avantages du digital, c'est toujours bien, le papier et le crayon, de se reposer et de mettre vraiment à plat la manière dont vous voulez structurer les choses, identifier le mode de navigation. Donc là, vous voyez, il y a une barre de navigation, une bottom bar là qui est très mobile et qui va me permettre de passer d'écran en écran. Donc voilà, de poser tout ça et ensuite, la première étape, ça va être vraiment de se dire: «Comment est-ce que je vais construire mes écrans?» Et une fois que mes écrans seront construits, je ferai ma navigation qui me permet d'aller d'écran en écran. D'accord? Donc moi, c'est la construction que je vais vous proposer, c'est qu'on va décortiquer les différents écrans et après on regardera comment a été créée cette barre de navigation, qui est en bas de l'écran et comment les liens ont été faits entre les différents écrans. D'accord? Un autre élément qui est important, à comprendre, c'est que Pandasuite, c'est un studio de création d'interactivité, d'accord? Donc on peut dans Pandasuite rajouter des textes, créer des formes, des choses comme ça, mais autrement, le contenu que vous voyez, les images, les pictos, tout ça, c'est du contenu que je vais importer dans l'outil, d'accord? Donc pour l'importer, je vais aller dans la fenêtre des médias, qui est la fenêtre qui est représentée avec le petit nuage ici. Hop, je ferme les fenêtres dont j'ai pas besoin. Et quand j'ouvre cette fenêtre des médias, vous allez voir que j'ai déjà tout un ensemble de ressources, des PNG, beaucoup de PNG, il y a des JPEG aussi, il y a un zip. Là, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'audio, mais il pourrait y en avoir. Donc là, c'est vraiment toutes les ressources que je vais venir importer directement au sein de mon écran, d'accord, et que je vais utiliser. Et ensuite, après, je vais venir décortiquer mes écrans et voir comment ils étaient construits. Pour décortiquer, il y a un autre élément qui est important, c'est en bas à gauche, ma liste des objets. Donc ma liste des objets me montre au niveau où je me situe les éléments qui se situent. D'accord? Donc ici, dans la liste des objets, je vois que j'ai une zone défilable. Donc la zone défilable, c'est un composant qui a été rajouté. Donc mes composants, c'est l'icône avec la fiole que vous voyez en haut. D'accord? La zone de défilement, c'est la zone ici avec le fond jaune. C'est concrètement un composant qui vous permet de représenter une action de défilement, qu'elle soit horizontale ou verticale. D'accord? Donc ce composant a été rajouté sur mon écran et à l'intérieur de ce composant, j'ai mis le contenu que je souhaitais défiler. Et ça va être la première spécificité de Pandasuite qu'il va falloir comprendre, c'est qu'effectivement, j'ai un principe d'imbrication. Donc, si je veux que j'ai
mon texte et mon écran qui défilent, je vais d'abord insérer ma zone de défilement et ensuite, à l'intérieur, je vais venir ajouter le contenu qui défile. Donc, j'ai une notion vraiment de profondeur et c'est pour ça qu'ici, en premier niveau, je ne vois que ma zone de défilement. Si je veux rentrer à l'intérieur, alors soit je double-clique ici sur la liste des objets, ou soit je vais ouvrir la fenêtre propriété. Donc, la fenêtre propriété, elle correspond aux propriétés de l'objet qui est sélectionné. Donc ici, ma zone de défilement. Et en cliquant sur éditer, j'ai la possibilité de rentrer à l'intérieur de ma zone de défilement. D'accord ? Je suis à l'intérieur de ma zone de défilement. Comment est-ce que je le vois? Parce que en haut, ici, ma zone, comment dire, mon fil d'Ariane m'indique que je suis dans mon projet, dans l'écran 2 et à l'intérieur de ma zone de défilable. Et vous voyez maintenant, j'ai mes objets qui sont en bas à gauche et qui apparaissent. D'accord? Donc là, je vois tous les éléments qui sont contenus dans ma zone de défilement. J'ai notamment ici un texte, ici j'ai une icône et j'ai tous ces blocs de contenu. Vous voyez que ma zone, elle défile. Hein. Ici, j'ai ma barre de défilement qui me permet de placer mes éléments au bon endroit. Alors ici, mon texte, bah, c'est simplement comment je rajoute du texte et j'ai cliqué sur ici le bloc de texte, d'accord? J'ai un bloc de texte qui est apparu, je le place là où je veux et ensuite je double-clique à l'intérieur pour pouvoir l'éditer et je tape mon texte ou je le copie-colle depuis une source extérieure. D'accord? Donc j'ai mis mon texte ici. Ici, mon image, elle vient simplement de mes médias. Donc dans mes médias, ici j'avais mon média Glacis blanc que j'ai inséré en double-cliquant, vous voyez, et après que j'ai simplement redimensionné à l'aide des flèches et que j'ai pu placer ici en haut à gauche. D'accord? Bon, ça, c'est vraiment les éléments entre guillemets simples. Et ensuite, vous voyez, j'ai 3 blocs d'articles et de contenu qui, quand je clique ici, sont regroupés. Donc, ici, tous ces éléments ont été regroupés sous la forme d'un groupe. Et quand je rentre à l'intérieur d'un groupe, je vois effectivement, je retrouve une image ici, le texte en dessous, et j'ai 2 blocs. En fait, mon fond là, mes cartes blanches avec l'effet d'ombré sont simplement des formes qui ont été insérées, d'accord, qui ont été mis en fond, d'écran et avec les propriétés, j'ai simplement changé le remplissage, j'ai arrondi la bordure et c'est comme ça que j'ai fait le fond de mes cartes. D'accord? Donc là, c'est vraiment des éléments de design simple, hein, j'ai mes éléments, ensuite je peux les replacer, les redimensionner, faire vraiment comme je veux. Ce qui est intéressant de voir, c'est aussi que, dans ces éléments-là, j'ai un composant également, que vous voyez ici en bas à gauche, qui est ce composant pop-up. D'accord? Et en fait, c'est ce qui me permet, dans ma liste défilante, quand je clique sur un des articles, d'avoir cet article qui apparaît en plein écran, avec même un effet, il apparaît du bas de l'écran et il monte et il émerge au centre de mon écran. D'accord? Et donc, quand je rentre dans ma pop-up, vous allez voir que j'ai effectivement un principe d'état avec le contenu de mon écran qui est d'abord hors champ. Alors, vous voyez, là, je vais redimensionner. Donc, hop, vous voyez, j'ai bien mon article qui est prêt ici, mais qui est hors champ, et un deuxième état de la pop-up avec mon contenu qui arrive dans le champ. Je vais vous remontrer hein, le rendu, parce qu'autrement, ça reste encore peut-être un peu lointain. Donc, on va regarder ensemble la construction. Et on va recréer un bloc ensemble. Comme ça sera plus clair. Donc là, ça charge. Donc, j'ai bien ma zone défilante dans laquelle j'ai mes 3 blocs de contenu. D'accord? Et quand je clique sur le premier bloc, vous voyez, j'ai le bloc qui apparaît en pop-up. Et effectivement, j'ai un effet d'apparition du bas de l'écran vers le haut de l'écran qui a été créé avec les états. D'accord? Donc moi, ce que je vous propose comme petit exemple,
l'exercice, c'est qu'au sein de cette zone de défilement, on recrée ensemble un 4e bloc et qu'on crée la pop-up qui correspond. D'accord? Donc, je reviens ici. Je remonte au niveau de ma zone de défilement. D'accord? Donc, ma zone de défilement, tac, 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 je ne vais pas trop me casser la tête. En fait, je vais reprendre un bloc qui existe. Déjà, je vais le copier-coller. Donc, le CTRL-C, CTRL-V existe. Hein. Donc, je vais simplement replacer. Voilà. Donc, je vais copier vraiment un bloc existant. Hop. Je vais venir le placer. Bon, là, je vous propose de ne pas être très précise dans mes placements pour vous faire gagner du temps, mais j'ai en haut dans la barre d'outils, j'ai des options de position, de taille. J'ai la possibilité, même en bas à gauche, dans mon espace de travail, de pouvoir me rajouter des grilles pour pouvoir bien positionner mes éléments. Vous voyez, là, j'ai une grille, je peux la personnaliser comme je veux. Bon, moi, je vous propose de m'intéresser plutôt à la création d'interactivité plutôt qu'à ces éléments-là. Donc là, j'ai créé le 4e bloc, je l'ai placé un peu aléatoirement. Déjà, vous voyez ma barre de défilement, mon défilement, il ne s'est pas encore ajusté. Donc, il faut que j'aille dans les propriétés de ma zone de défilement ici pour pouvoir, notamment en cliquant sur ajuster automatiquement la hauteur en fonction de ce contenu que je viens de rajouter. Et vous voyez, quand j'ai cliqué dessus, la barre s'est ajustée et j'ai bien maintenant mon texte qui est apparent. D'accord? Ce bloc, il s'appelle groupe 97-93. C'est important de renommer les choses. Donc moi, je vais le mettre article. Je crois que c'est un article sur la gym qu'on va faire ensemble. Donc on va dire que c'est le 4e article, c'est un article sur la gym. D'accord? Et à l'intérieur, je vais pouvoir. Alors la pop-up, je vous propose, on va la recréer ensemble, donc je la supprime. Mais déjà ici sur les éléments, l'image. Là, j'ai gardé l'image de mon précédent bloc. Je vais aller dans les propriétés pour aller changer mon image et remplacer par une image que j'avais déjà chargée ou que je peux charger depuis mon ordinateur. Donc, je ne sais plus comment elle s'appelle. Si elle s'appelle comme ça, c'est une image que j'ai trouvée sur Unsplash. Super. Et ensuite, j'ai mon bloc de texte. Donc, mon bloc de texte, je vais simplement double-cliquer dedans. Imaginons que la source, c'est l'équipe. Voilà, que le titre, c'est 4 exercices exercices de gym pour garder la forme à la maison. Bref. OK. Bon, bref, je copie-colle mon texte. OK. Donc là, si je sauvegarde, et là, quand je fais aperçu, vous voyez, j'ai bien mon aperçu qui s'est actualisé, j'ai bien mon 4e bloc d'articles qui apparaît. D'accord? Pour l'instant, je n'ai pas encore créé la pop-up, donc c'est normal que je n'ai pas encore l'animation qui apparaisse. Pour créer ma pop-up, en fait, je vais rajouter le composant pop-up, donc c'est le composant ici de la liste. D'accord? Si je veux que l'intégralité de ma pop-up soit active, je vais étirer ce composant sur l'intégralité. D'accord? Et ensuite, je vais double-cliquer pour rentrer à l'intérieur de la pop-up. D'accord? Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire juste le bloc blanc. Je ne vais pas représenter tout le contenu. Donc, imaginons tout mon texte. Voilà. Donc, je vous disais, les formes blanches vous permettent de recréer des éléments graphiques directement dans l'outil. Bordure, hop, 15. OK. Et donc là, si je sauvegarde et si je regarde le rendu,
hop, j'ai bien ma pop-up qui apparaît, d'accord? Mais j'ai pas encore cet effet d'animation qui vient du dessous dessous de l'écran. Pour avoir cet effet d'animation, en fait, il faut simplement jouer avec les états. Donc, en fait, créer un premier état où l'élément est plutôt hors champ, créer un deuxième état dans la pop-up où l'état est dans le champ, d'accord? Et ensuite, créer une interaction qui vous permet, quand j'affiche le premier état de la pop-up, de passer automatiquement à le deuxième état. Donc ça, c'est dans la fenêtre interactivité. Quand j'ouvre la fenêtre interactivité, je peux créer des interactivités qui sont liées à l'élément que j'ai sélectionné. Donc là, ici, je vais créer l'interactivité qui est liée à la pop-up. Je vais dire que quand mon premier état arrive, je vais agir sur ma pop-up pour faire apparaître le deuxième état. À l'état suivant, et je valide. Donc là, si je sauvegarde, on va regarder le rendu. Donc là, quand je clique, j'ai bien cet effet d'apparition qui vient d'en dessous. Donc en fait, c'est là où vous verrez que les animations dans Panda, elles sont créées par un principe d'état. D'accord? Et donc si je regarde les autres éléments, les autres articles de ma zone de défilement, si je reprends le premier par exemple, vous verrez qu'il y a bien plusieurs états. Donc sur le premier état, j'ai bien tous mes éléments qui sont hors champ. Deuxième état, avec les éléments qui sont dans le champ. Et il y a même un troisième état pour refermer une fois que j'ai fini mon article. Mais bon, ça, c'est comme vous voulez. Donc, vous voyez, la pop-up, en fait, elle vous permet de faire de l'action, de mettre un élément par-dessus votre écran courant. Et via les états, je crée la transition qui me permet de passer et de faire apparaître ou non ce contenu. Et ça pourrait être de la droite, ça pourrait être de la gauche, de où vous voulez. Là, ça venait du bas de l'écran. Est-ce que c'est clair pour cet écran-là, c'est-à-dire sur les principes de défilement et sur les principes de pop-up et cette première introduction aux états? C'est bon, Nicolas, Michel, c'est bon? OK. Hélène, OK, au top. Alors moi, je vous propose de regarder le deuxième état, enfin le deuxième écran. Le deuxième écran, c'était, vous vous rappelez, la procédure, là, les petites cartes animées. Donc je vous remonte déjà l'exemple. Donc j'avais ces 5 étapes qui, au swipe, me permettaient d'avoir une petite animation, d'avoir ces pictos qui s'animaient et de faire apparaître le contenu avec les étapes à faire quand on revient chez soi. Donc voilà. Alors, on regarde le contenu de cet écran. On va, vous savez, dans la liste des objets, hein. Donc là, on voit, comme tout à l'heure, ici, j'ai une icône, j'ai un bloc de texte, bon, ça qui ont été mis directement dans l'écran. Et en dessous, j'ai un autre composant que je ne connais pas, enfin, moi je le connais, mais pas vous encore, dans la liste des composants, qui est le composant multi-état. Le composant multi-état, concrètement, c'est un composant qui est utilisé dès que vous faites des animations localisées sur un élément. Là, je veux faire mon animation qui est d'avoir ces cartes qui se déplacent, qui sont hors champ, qui arrivent dans le champ et qui se déplacent avec un petit effet d'animation à chaque fois. Donc ça, c'est le composant multi-état. Donc il a été placé ici au cœur de mon écran. Et si je rentre à l'intérieur, vous allez voir que, alors déjà sur la gauche, vous allez voir, tac, 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 il y a 5 états. 5 états, c'est normal, c'est parce qu'il y a 5 étapes. D'accord? Et en fait, chacun de ces états représente la carte au centre, d'accord? Et en même temps, représente la carte qui va arriver. Pourquoi? Parce que pour créer ces effets de transition, d'accord? Pour faire en sorte qu'il y ait ces effets
d'éléments qui rentrent dans le champ, il faut que les éléments soient liés et donc il faut qu'au début, ils soient hors champ et qu'ils apparaissent dans le champ. Donc là, vous voyez sur mon premier état, j'ai simplement, alors là, c'est vraiment des éléments visuels hein, que j'ai rajoutés. Donc j'ai bien j'ai un bloc carré, j'ai un picto, j'ai un bloc de texte, j'ai 5 petits ronds qui ont été créés avec la forme ronde, hein, avec une bordure ou non, pour représenter vraiment des points de pagination, et avec l'objet suivant, la carte suivante qui est hors champ. Si je vais sur la deuxième étape, vous verrez que la carte enlever ses chaussures arrive au centre de mon écran. La première carte qui était ne rien toucher à la maison, elle est sortie, et la carte de se laver les mains est en préparation. Et en fait, c'est le même principe pour les 5 cartes. D'accord? Donc toutes les configurations ont été faites pour représenter l'animation de cet élément. Et en plus, il y a un composant qui a été rajouté au centre de l'écran, qui est un composant qui est le composant zone interactive, qui va me permettre de lier ces états. Et ce composant interactif, je vais créer une action dessus. Je vais dire comment est-ce que je déclenche le changement de carte et l'apparition de la carte suivante. Et ben là, je vais vous montrer comment ça a été fait. En fait, le composant a été sélectionné, d'accord? Ensuite, j'ai été dans la fenêtre interactivité parce que c'est comme ça que je crée les actions. On a cliqué sur ajouter. Et là, déjà, la première étape, c'est quelle est la gesture, quel est le geste qui va déclencher le changement de l'apparition de la carte suivante. Donc là, vous pouvez taper une fois, ça peut être 2 tapes, on peut toucher, on peut relâcher. Donc là, c'est vraiment, notamment sur la tablette, hein, de touch down, touch up. Le swipe, choisir l'orientation du swipe. Donc à chaque fois, il faut se dire que dès que vous avez un élément et que vous créez une action sur un élément, vous avez tout un ensemble de gestes qui peuvent déclencher cet élément. D'accord? Là, en fait, on a simplement choisi, par exemple, simple tape, mais en vrai, on a aussi choisi le swipe parce qu'on disait que les 2 actions pouvaient être faites par l'utilisateur. Donc si je fais le simple tape, après, qu'est-ce que je veux faire? Je veux agir sur ce composant qui est le composant multi-état et je veux aller à l'état suivant et j'ai validé. Et c'est comme ça que quand je vais dans la liste des interactions qui sont liées sur cette zone interactive, je vois une action qui a été dite au simple tape, je vais à l'état suivant. Si je glisse vers la gauche, je vais à l'état suivant. Et si je glisse vers la droite, je vais à l'état précédent. Et ce composant est placé sur toutes les cartes. Et donc, c'est comme ça que je représente les choses. D'accord? On pourrait créer ensemble une 6e. Hein. Si je crée une 6e, alors on va reprendre une carte existante, on va reprendre les chaussures, d'accord? Donc la 5e étape, c'est mettre son téléphone dans une boîte. Moi, si je veux créer une 6e étape, sur cette 5e étape, je vais représenter mon élément hors champ. Donc on va dire, bon là, c'est les chaussures. Je vais créer un autre état en cliquant sur le petit bouton orange sur la gauche, là. Cet état, il va s'appeler 6. Allez, 6 chaussures. D'accord? Et dans ce 6e état, par défaut, il est comme le précédent. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est que les chaussures, celui-là, j'en ai plus besoin. Le téléphone, qui est le 5e, je veux qu'il arrive hors champ. Donc, en fait, je vais le déplacer. Alors, attendez. Je vais simplement le déplacer. Et je vais mettre... Voilà. Vous voyez, je vais le déplacer. Je le mets hors champ. Hop. Celui-ci, je veux qu'il arrive dans le champ. Je veux plus qu'il ait une orientation. Je veux que sa rotation soit à 0. Et après, je peux prendre les repères du précédent, vous voyez, pour être bien aligné. Donc ici, sa position, c'est 32,52. Je vais faire pareil avec celui-ci. Donc, position 32,52. Et je vais faire pareil avec l'élément qui sort pour qu'il y ait vraiment la même animation. 14,8 de rotation. Donc, la rotation, elle est en haut à droite. 14,8. OK. Et la position, c'est du -391, -61.
Donc, moins 391, moins 61. D'accord. Et la dernière étape que je peux faire, bon, on peut déjà le faire. J'ai pas actualisé les petites bulles hein, de pagination, mais ça c'est simple à faire. On va déjà regarder ensemble le rendu. Donc là, bon là je vous ai dit, j'ai pas encore actualisé les petites bulles, hein, mais si je swipe, donc se laver les mains, prendre une douche, mettre son téléphone, et si je reclique, hop, j'ai encore enlevé ses chaussures. La dernière étape a bien été créée avec la même animation et j'ai bien les mêmes interactions qui sont créées. D'accord? Et si je voulais actualiser effectivement le principe des petites bulles, en fait, je me remettrais sur le premier. Là, le rond, j'en créerai un autre. Pareil, hein, en termes d'alignement, je le fais très très rapidement. Voilà. Mais ça, je le mettrai. Voilà, je réalignerai un peu tous les éléments. Donc, si je le mets sur le premier, il va apparaître sur tous les autres. Et juste sur le sixième, en fait, sur le sixième, je vais faire en sorte dans les propriétés que celui-ci soit plein. Remplissage de la forme. Voilà. Et que le précédent, par contre, ne soit pas plein. Voilà. Donc, on va regarder le rendu. Donc, la visualisation. Alors oui, petite parenthèse, là, à chaque fois, j'utilise la visualisation directement du studio de création. Mais sachez aussi que, tac, tac, sur mon téléphone, attendez, là, on va pouvoir j'ai aussi mon application Panda Suite Viewer, d'accord? J'ai mon application Stay at Home là qui s'est actualisée parce qu'à chaque fois que je fais des modifications, elle apparaît. Et vous voyez, ici, je peux tester en parallèle. Donc, c'est vraiment un vrai outil, notamment quand je suis sur du design mobile, pratique. Et vous voyez ici, j'ai bien mes 6 bullet points. Donc, actualisé, on va tester ensemble directement depuis le studio. Donc, vous voyez, j'ai bien mes petits 6 bullet points qui m'indiquent la pagination et me permettent de me repérer. Et j'ai bien le 6e qui est créé. Donc voilà, si vous découvrez que ça vous paraît peut-être un peu dense, mais en tout cas, ce que je veux vous montrer, c'est que les animations se créent avec les états, et notamment, un des composants qui est très intéressant, c'est le composant multi-état, parce qu'il vous permet de faire toutes ces combinaisons-là. D'accord? Si vous êtes sur un support qui est plus statique, entre guillemets, tel qu'un magazine ou des choses comme ça, vous n'aurez peut-être pas besoin d'utiliser le composant multi-état tout de suite, et ce sera simplement des designs avec des boutons, des choses comme ça, des interactions un peu plus simples. Est-ce qu'on est au clair sur cet écran-là avant que je passe au quiz? Mais vous verrez qu'en fait, le quiz, on utilise aussi un composant multi-état. Donc, ça va reboucler les mêmes choses. Hélène, c'est bon. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Michel, on est bon. Nicolas aussi. OK. Top. Alors, le troisième écran, vous vous rappelez, c'est l'histoire du QCM. Le QCM, il y avait une question, parce qu'on a fait simple, et il y avait 3 réponses possibles. Donc, on va encore décortiquer. Dans les objets, j'ai mon icône en haut à droite, j'ai mon bloc de texte en haut à gauche, que j'ai designé comme je veux, ma typo Poppins Bold 25, super. Et en dessous, j'ai un autre composant multi-état. D'accord, je vais zoomer un peu. Ce composant multi-état, quand je rentre à l'intérieur, il est composé de 3 états cette fois-ci. Premier état, j'ai la question, donc avec les blocs questions et les blocs réponses. D'accord. Et hors champ,
parce que je voulais avoir cet effet d'apparition et de déplacement de la gauche vers la droite. J'ai mon bloc de bonnes réponses et j'ai mon bloc de mauvaises réponses. Donc en fait, les blocs sont présents dans le champ et j'ai 2 états qui ont été créés. Un état où je déplace la question sur la gauche et je fais apparaître mauvaise réponse, et un état où je fais déplacer toujours la question, mais je fais apparaître bonne réponse. D'accord? Et maintenant que toutes ces configurations sont faites, si je retourne sur le premier état, en fait, c'est au niveau de la réponse, quand je choisis une date, si j'ouvre les interactivités, je vois que quand j'ai cliqué sur 1343, qui est la mauvaise réponse, j'ai une action qui a été créée. L'action, c'était, je vais la refaire avec vous. Quand je clique, je vais agir sur le composant. Le composant multi-état, c'est bien celui que j'ai sélectionné. Et je veux aller à l'état faux. D'accord? La même pour 1870. Hein, quand j'ouvre la fenêtre interactivité, c'est bien l'état faux qui apparaît. Et quand je clique sur 1948, par contre, je fais apparaître l'état correct. Donc, c'est comme mon principe de carte. Hein. C'est-à-dire, j'ai des éléments hors champ. En fait, je crée toutes les configurations. J'ai ma question, j'ai un état bonne réponse, un état mauvaise réponse. Et après, au niveau des boutons, au niveau des sélections, je choisis si je fais apparaître bonne ou mauvaise réponse. Vous voyez, 1343. Donc, j'ai bien ma question qui disparaît, ma réponse qui apparaît de la droite, mauvaise réponse. Et quand je clique sur 1918, hop, bonne réponse. Et vous voyez, c'est le même principe que pour cette petite icône de réinitialisation, ici. Tap, tap, tap. Ici, quand je clique dessus, en fait, elle ne remet que l'état question. Donc voilà, donc ça, c'est un principe de mise en scène d'une question-réponse. Après, j'aurais pu utiliser le composant pop-up si j'avais envie que les réponses apparaissent au-dessus de mon écran et que j'ai pas forcément cet effet de déplacement. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que vraiment, il faut comprendre les composants. Les composants vous permettent de vraiment rajouter des effets interactifs, c'est des sortes de widgets prédéterminés. Et après, en fonction de l'interaction que vous voulez faire, du comportement que vous voulez avoir, vous utilisez le bon composant et vous mettez le bon contenu à l'intérieur. Donc voilà à peu près pour la question-réponse. Vous voyez, c'est le même principe en fait. Une fois qu'on comprend et qu'on arrive à maîtriser le composant multi-état, on peut l'utiliser pour vraiment plein de choses. L'écran attestation, je vous ai dit, c'était juste pour insérer un PDF. Alors, donc là, pareil, en termes de construction, texte, image, voilà. Et en dessous, j'ai un composant qu'on n'a pas encore utilisé, c'est un composant web. Le composant web, concrètement, il vous permet quoi? Il vous permet aussi bien d'intégrer un contenu web directement dans votre application. Par exemple, vous voulez insérer une vidéo YouTube dans votre écran, et ben vous allez utiliser le composant web, vous allez mettre directement l'URL de la vidéo, de l'embed, et comme ça, elle va apparaître directement à l'intérieur de votre écran. Le composant web vous permet aussi d'insérer des PDF, d'accord? Concrètement, il faut les zipper, les mettre à l'intérieur du composant web et ils se retrouvent directement dans l'outil. Et également, si certains d'entre vous savent un peu développer, ont des connaissances en JavaScript et tout, le composant web vous permet de faire vos propres composants. Donc, vous pouvez vous connecter à une API, vous pouvez vous connecter à une base de données, vous pouvez faire plein de choses à partir du moment où, nous, on a mis à disposition une librairie JavaScript et vous pouvez personnaliser des composants à l'infini. Les composants web aussi, alors parce que là, vous voyez, il y a toute une liste de composants qui apparaît à l'écran, donc zone interactive, galerie, multi-état, pop-up, glisser-déposer, lecteur vidéo, séquence, ça c'est les séquences d'images, c'est les GIFs, zoom HD, c'est comme dans l'Ouvrissim, hein. C'était cet effet, un pinch to zoom et de voir vraiment tous les détails de le tableau en HD. Caméra, zone de défilement. Ceux du bas de la liste, déjà, c'est des composants qui sont système, qui s'appuient sur des fonctionnalités système de la tablette et du téléphone. Le mouvement, qu'on a vu tout à l'heure avec la bague, le souffle avec le sable, et plein d'autres, tels que les capteurs de proximité beacon, la reconnaissance d'image. Bon, il y a plein de choses. Et en plus, si je vous dis tout ça, c'est que ça, c'est les composants natifs qui sont apparents. On a d'autres composants qui sont disponibles, tels que le GPS, tels que
la prise de photos, des choses comme ça, mais qui sont disponibles que sous la forme d'un composant web. Donc pour l'instant, ils seront bientôt visibles directement dans l'interface. Pour l'instant, il faut les charger depuis notre espace tuto et après les charger dans un composant web. Je vais en profiter. Non, je vous montrerai après notre espace tuto. Donc voilà, donc ça c'était pour vous dire le composant web, il a été inséré pour mettre le PDF. Donc mon PDF, il a été zippé et mis à l'intérieur. Et si je regarde, il y a le PDF qui va apparaître directement au sein de l'écran. Voilà. Et on passe par le lecteur de PDF pour que ça apparaisse. Donc voilà, donc là on a fait nos différents écrans, on a fait nos 4 écrans. Et ce que je vous disais, c'était la méthode de fonctionnement, hein. Donc on crée les écrans, on rajoute du contenu, on met nos interactions et tout. Et que par-dessus, on va rajouter notre navigation. Pourquoi on conseille de faire comme ça? C'est que la navigation va vous permettre de créer les liens entre les écrans. Donc ça peut être je swipe et je passe d'écran en écran, ou ça peut être comme ici, la barre de navigation que vous avez en dessous de l'écran et qui, quand je clique sur telle ou telle icône, fait apparaître une animation. Donc l'icône apparaît comme sélectionnée, elle apparaît en couleur et la barre de couleur se met en dessous. Et en plus, l'écran change. Donc, comment est-ce que j'ai créé ça? Alors déjà, on va se repérer dans l'outil. Comme je vous disais, jusqu'à maintenant, on était au niveau des écrans. Sachez que par-dessus, il y a des avant-plans et derrière, il y a des arrière-plans. L'avantage d'utiliser un avant-plan pour ma barre de menu, c'est que je vais pouvoir le créer une fois et après l'appliquer partout. Donc, concrètement, je n'ai pas besoin de recréer ma barre de menu sur chaque écran. Je vais la mettre au niveau de l'avant-plan, d'accord? Créer tous mes liens. Et une autre, bon ça va être un gain de temps pour moi, mais en plus ça va m'éviter d'avoir un rechargement. C'est-à-dire quand je change d'écran, vous voyez, on passe sur un écran blanc, d'accord? Si je mets un élément en avant-plan, il reste persistant et donc j'ai pas ce flash blanc qui peut apparaître. Donc où se trouve l'avant-plan? L'avant-plan ne se trouve pas pareil entre vous et moi. Vous l'avez ici au niveau des écrans, vous avez des icônes qui apparaissent. Vous avez une icône avant-plan, écran et arrière-plan. Moi, elle se situe ici, mais ça nous emmène au même endroit. Et donc là, au niveau de l'avant-plan, vous allez voir que moi, j'ai déjà plusieurs avant-plans qui sont construits. J'en ai actuellement 5. Le premier écran, c'est mon écran d'introduction. En fait, j'ai simplement mis un multi-état et c'est là où j'ai créé mon animation, vous savez, du logo qui se recrée. Donc j'ai juste utilisé le composant multi-état pour faire apparaître ces éléments, les faire pivoter, faire apparaître le texte. Donc bon, ça c'est une animation qui a été créée avec le composant multi-état, d'accord? Mais ce qui m'intéresse de vous montrer là, c'est les autres avant-plans. L'avant-plan 2, 3, 4, 5. Sur tous ces avant-plans, vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement créé donc une barre grise. Par-dessus, on a rajouté les pictos, d'accord? Et en fait, pourquoi il y a 4 avant-plans? Parce qu'ils représentent à chaque fois la sélection. Donc en fait, j'ai créé le premier avant-plan avec le premier élément sélectionné, avec la barre qui est en dessous. Le deuxième, c'est la maison qui est sélectionnée. Le troisième, ça, etc. Donc, ça me permet d'avoir toutes les configurations possibles du menu. D'accord? Donc, là, c'est vraiment juste du design. Je rajoute mes éléments, mes choses comme ça. Et par-dessus, je vais créer vraiment mes actions qui disent, quand je clique effectivement sur cette icône, ça m'emmène à tel écran. Donc, comment j'ai fait? En fait, vous voyez dans la liste des objets, j'ai des zones interactives qui ont été créées. Il y a notamment celle-ci qui a été créée, qui a été placée au-dessus de l'icône des lunettes. Et il y a une action qui a été créée qui dit, quand je tape dessus, je change d'écran et je vais à l'écran article. Donc ça, c'est l'action qui a été créée. D'accord? Il y a une deuxième zone interactive qui a été placée ici. Et celle-ci, elle dit, je vais à l'écran procédure. Et voilà. Et c'est le cas pour chaque picto. Donc chaque picto a sa propre zone et devient un bouton pour emmener effectivement au bon écran. Maintenant, OK, donc là, quand je clique sur attestation, ça m'emmène bien à attestation, mais moi, je voudrais que mon menu s'actualise pour faire en sorte que je vois que c'est bien attestation qui est sélectionné. Donc,
que j'ai la représentation visuelle de l'attestation en couleur et du picto. Donc, ce qui correspond à mon avant-plan 5. D'accord? Bah, ça, je l'ai fait au niveau des écrans. Parce que quand je suis sur mon écran numéro 5, dans la fenêtre propriété de mon écran, vous voyez, si je rouvre la fenêtre propriété de mon écran, j'ai un avant-plan qui est attribué. C'est l'avant-plan numéro 5. Donc ça veut dire que quand j'arrive sur l'écran numéro 5, je vais afficher l'avant-plan avec le picto sélectionné. Et donc c'est pareil sur l'écran numéro 4. L'écran numéro 4, quand je vais dans sa fenêtre propriété, je vois que c'est l'avant-plan 4. Sur l'écran numéro 3, avant-plan 3, etc., etc. Donc concrètement, si je récapitule, j'ai été dans l'avant-plan. Dans l'avant-plan, j'ai représenté visuellement ma barre de navigation. Par-dessus, j'ai créé mes zones interactives qui me permettaient de faire le lien entre ces icônes et ces écrans. Et ensuite, j'ai été dans chaque écran pour dire, bah voilà, quand j'arrive au niveau de cet écran-là, je veux faire apparaître tel avant-plan. Donc voilà, donc c'est une petite manip qu'il faut avoir en tête, mais qui est assez simple à mettre en place. J'espère que j'ai pas été trop rapide. Alors, excusez-moi, je lis les questions. Excusez-moi, j'avais enregistré que c'était de 10h à 11h et j'ai une réunion. Pourrais-je avoir le lien de l'enregistrement pour voir la fin? À quelle heure se termine le webinaire? Alors, effectivement, moi, je l'avais mis jusqu'à 11h30. Je vous enverrai le lien à la fois de cet exemple, parce que c'est un template que vous pouvez télécharger, et je vous enverrai le lien de ce webinaire. On le mettra sur YouTube pour que vous puissiez avoir les dernières minutes de la présentation. En tout cas, bonne journée Sylvie. Donc pour finir, donc ce que je vous disais, c'était sur l'avant-plan. Je vais juste faire une parenthèse vers notre espace de tuto. Donc me revoilà, c'est normal. Je vais vous proposer de regarder ou trouver toutes les ressources qui vont vous permettre, notamment sur cette notion d'avant-plan, tout ça, de pouvoir bien vous repérer. Donc en fait, je vous invite à aller sur learn.pandasuite.com, qui est notre espace de ressources où vous trouverez plus de 150 tutos, articles, vidéos, tout ça sur la création dans Panda et même sur les principes de publication. Donc là, notamment, si vous avez aussi un principe de recherche. Hein. Là, si vous tapez avant-plan, vous avez différents contenus. Vous avez notamment effectivement l'avant-plan et l'arrière-plan. Donc là, qui vous explique le principe. Et vous avez le tuto qui explique créer une barre de menu fixe, qui vous explique voilà comment on peut attribuer tout ça. Il y a eu une vidéo qui a été faite. Donc n'hésitez pas à explorer nos tutos. Vous voyez, 4 minutes 59, vous pouvez apprendre à créer ces avant-plans et ces barres de navigation. Voilà. Question de Nicolas. Pour importer un fichier en PDF, est-ce qu'il faut forcément le compresser en zip? Oui, pour le moment, c'est la manip. Alors, pareil, je vous invite à aller faire un tour sur le tuto, sur notre base de tuto. Si vous mettez PDF, vous allez retrouver la manip détaillée. Voilà, créer un lien vers un PDF où on vous explique qu'il y a plusieurs manières de faire. Soit vous voulez qu'il soit en hors ligne, et donc là, il faut le zipper et le mettre dans un composant web, d'accord? Ou soit, si vous voulez consulter un PDF qui est hébergé quelque part en ligne, vous pouvez passer par l'action ouvrir un contenu externe et faire appel à l'URL de votre PDF. Donc voilà, on est en train de revoir un peu ces notions de zip, de choses comme ça. Donc je sais que ça va être amené à évoluer dans les prochains temps. Néanmoins, pour l'instant, vous avez votre fichier PDF sur votre ordinateur, vous faites le compresser et ensuite vous l'insérez dans le composant web et vous changez juste le nom du fichier dans la fenêtre propriété et c'est bon. Comment avoir les composants liste et collection? Effectivement, Hélène, tu as l'œil. Moi, je suis dans une version un peu plus avancée du studio. C'est des fonctionnalités qui font partie de la bêta de PandaSuite, qui permettent notamment de générer des datas automatiquement.
Cette version, elle inclut la notion de data provider. En fait, je vais prendre un exemple. Quand on est dans le cas, par exemple, d'un catalogue où j'ai 300 références et un principe de fiche que je veux auto-alimenter, on a maintenant la possibilité de gérer une base de données distincte du design. Donc concrètement, je vais simplement créer mon design de fiche et je vais générer une base de données à part et je vais connecter ma base de données pour que tous mes titres apparaissent comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment de l'automatisation. Et donc, c'est dans ce sens que les composants liste et collection ont été créés et implémentés, hein. Néanmoins, il y a encore un petit travail d'interface utilisateur. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas encore mis à disposition de tout le monde ces fonctionnalités. On va encore un peu les vulgariser avant de vous les mettre à disposition. Mais il n'empêche que si vous avez des projets qui ont cette nécessité d'une redondance de beaucoup de références sur un design spécifique, voilà, vous faites appel à nous et nous, on peut vous mettre à disposition cette fonctionnalité, mais auquel cas, il y aura besoin d'un peu d'aide dans l'implémentation de notre part. Michel, comment récupérer des réponses à un quiz? Alors, il y a plusieurs possibilités. La plus simple, mais auquel cas ça nécessite de... Alors, je suis pas sûre de... En fait, il y a plusieurs réponses possibles à cette question. Est-ce que récupérer des réponses à un quiz, est-ce que la question c'est pour vous connaître un peu les statistiques, savoir X personnes ont bien répondu? D'accord, c'est ça. Alors, le plus simple, c'est de passer par un outil de quiz en ligne, d'accord, qui vous propose des back-office et qui vous permet de suivre les résultats. Donc, j'ai pas tous les noms en tête, mais en fait, via le composant web, vous pouvez intégrer des formulaires comme ça et des quiz, auquel cas, en fait, vous vous appuyez sur le back-office du quiz pour avoir cette remontée d'informations, un peu comme un Google Form quand vous faites un questionnaire, hein. Derrière, Google Form vous donne accès au tableau de suivi avec toutes les données, toutes les réponses, voilà. Donc ça, c'est des outils que vous pouvez intégrer directement dans l'outil. Après, une autre possibilité, c'est dans PandaSuite, en fait, on a des outils Google Analytics. Donc, vous pouvez connecter un Google Analytics pour faire vraiment le suivi de vos utilisateurs et savoir le nombre de personnes qui ont été sur tel ou tel écran. Ça vous donne aussi des indications concernant les répondants. Après, si vous voulez faire vraiment des modules de remontée d'informations, des choses comme ça, ça peut nécessiter des modules spécifiques. Donc ça, on peut les mettre à disposition pour vous, mais faudrait mieux que je comprenne votre besoin. On peut tout à fait intégrer un Google Form. En fait, c'est ce que je vous montrais avec le composant web. Je vous disais, on peut insérer une vidéo YouTube. Et ben, c'est pareil avec un Google Form, en fait. Vous utilisez le composant web en ligne et vous insérez l'URL du Google Form et il s'intègre directement dans votre écran. Pour le composant web, question d'Hélène, à quel moment dans la réalisation peut-on bloquer l'utilisateur dans l'appli pour qu'il ne sorte pas? Alors, il reste dans l'application, ça dépend en fait. Si tu utilises le composant web que tu mets à l'intérieur de ton écran, ton utilisateur reste dans l'écran. D'accord. Le seul moyen pour lequel ton utilisateur va sortir de l'application, c'est si tu utilises l'action agir sur du contenu externe. Je vais le montrer parce que je vais remontrer le studio de création, parce que là, ça peut être un peu... Alors, ici, on va repartir là-dessus, par exemple. Dans la liste des articles, parce que je ne vous l'ai pas montré, on avait intégré un contenu web. Alors, je vais faire la visualisation. Tac, tac, tac. Donc, vous voyez, ici, j'ai la vidéo YouTube qui apparaît, qui était une vidéo de confection de masques do it yourself. Vous voyez, donc là, j'ai inséré, donc ça, c'est mon composant web à l'intérieur duquel j'ai mis l'URL de
mon YouTube, je suis dans l'application. Après, ici, c'est un player YouTube. Donc, effectivement, si j'utilise les fonctionnalités du player, je vais sortir de l'application. Après, le composant web fait juste une vue. Donc, on est quand même dépendant du lecteur et de ce que YouTube a voulu nous mettre à disposition. Mais il n'empêche que là, on reste dans l'application. D'accord ? Une autre possibilité, ça aurait été de faire un lien vers. C'est ce que je disais. Alors, bon. Je vais faire un autre bouton à côté, juste pour que ce soit... Donc là, si je veux faire un lien, par exemple, sur lemonde.fr, ok. Ici, bon, je crée mon bouton qui est représenté par une forme, et dans la fenêtre interactivité, je peux ajouter une action au tap qui dit action contenu externe. Donc là, ça veut dire que je vais sortir. D'accord? Donc là, je vais dire, je vais sortir, je vais aller sur Le Monde ou sur pandasuite.com. Bon, on va laisser Pandasuite parce que je ne sais plus exactement si c'est Le Monde ou www. Donc voilà, je vais aller sur https://pandasuite.com. Et donc là, si je sauvegarde et que j'ai l'action, donc là, je vais vous le montrer depuis mon ordinateur, mais là, je vais sortir de l'application parce que c'est une action externe. Alors, on va attendre que ça s'affiche. Vous voyez, là, j'ai mon bouton. Et quand je clique, en fait, là, vous le voyez, parce que ça m'a sorti de fenêtre. Mais en gros, j'ai une nouvelle fenêtre qui est apparue et qui m'a emmené sur pandasuite.com. Bon, la démo était pas top, vu que vous n'avez pas tout vu. Ah, si, je vais vous le montrer depuis mon ordinateur, depuis ma tablette. D'accord ? Enfin, depuis mon mobile, on se comprend. Donc, ici, vous voyez, j'ai bien le bouton. Quand je clique dessus, ça m'ouvre un navigateur et je vais sur pandasuite.com. Donc ça, si je fais cette action-là, effectivement, je sors de l'application et autrement, je reste dans l'application. C'est les deux possibilités. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires, si je vous ai perdu à un moment, si vous êtes encore là. Mais j'ai l'impression que vous êtes encore là. Ça fait plaisir de vous voir en tout cas. Alors, pouvez-vous remontrer la fonction pour que le lien web reste dans l'appli? Alors, je vais remontrer le studio de création. Hop. Donc, concrètement, ici, par exemple dans ce bloc-là, j'ai ici, je rentre à l'intérieur, j'ai mon composant web, d'accord. Et dans ce composant web, j'ai utilisé mon iframe.zip et à l'intérieur, j'ai mis mon embed URL. Et vous voyez, là, j'ai mon identifiant, bon, c'est un peu dur, mais youtube.com/embed/machin. Donc ça, c'est les plateformes qui, souvent, quand il est question d'intégrer quelque chose, on vous propose, vous mettez, il y a toujours l'option embed ou intégrer et vous récupérez un code. Donc là, il faut récupérer l'URL de l'embed. Donc là, c'était l'URL spécifique pour cette vidéo-là. Et vous la mettez au sein du composant web iframe. Je vais vous remontrer le tuto qui en parle. Tchouk. Je vais me remettre sur les tutos. Hop. Me revoilà. Dans les tutos, si vous mettez YouTube, normalement, vous allez tomber sur l'article qui vous explique. Voilà. Intégrer un contenu web iframe, on l'avait renommé. Voilà, insérer une vidéo YouTube, une carte Google Maps, une page web au sein de votre projet. Il y a plusieurs manières de le faire. C'est ce que je vous disais en fait. Via une iframe, le contenu est intégré au sein de votre écran au milieu des autres contenus. Ça, c'est ce qu'on a fait avec la vidéo YouTube. Ou via une URL externe, un nouvel onglet s'affiche pour faire apparaître le contenu web. Ça, c'est l'exemple que je vous avais fait en live avec pandasuite.com. Sylvie, votre question, vous, c'est insérer une iframe. Donc, vous allez insérer le composant web. Vous allez dans la propriété choisir le type en ligne nanana
Et si ça vient d'une plateforme tierce, par exemple YouTube, il faut télécharger au préalable le dossier iframe.zip et le mettre dans le composant web. Donc voilà, il y a même une petite vidéo que j'ai faite, donc vous retrouverez ma petite voix là-dedans, en anglais avec un super accent en français, mais voilà, qui vous expliquera la manip. Est-ce que, je vois qu'il est 11h28, est-ce que vous avez d'autres questions sur des fonctionnalités, sur Panda? C'est le moment. N'hésitez pas, sachant que, alors, là, on est à peu près à la fin de l'atelier. Par exemple, si je veux que la personne aille sur le monde, mais en restant dans l'appli, et ben dans ce cas-là, il faut utiliser l'iframe dont je vous parlais. C'est comme YouTube, en fait. Euh, Après, il y a juste une limitation. Et alors, effectivement, le site du monde, notamment le site du monde, il y a des sites qui empêchent l'intégration et cette possibilité. Et je pense que c'est le cas du monde. Vous pouvez tester d'utiliser l'iframe et de mettre le site du monde. Il y a certains, en fait, qui, pour des questions de protection de leur contenu, bloquent cette fonctionnalité-là. Donc, notamment dans le cadre du monde, je pense que vous n'avez pas la possibilité de l'intégrer en tant que tel dans l'application. Donc, il faut faire un lien externe. À voir, à tester. Donc voilà, c'était à peu près les questions, enfin le contenu de l'atelier. Donc je vous remercie d'y avoir participé. J'espère que ça a répondu à vos interrogations et que ça vous a aidé à vous donner envie d'aller plus loin. Moi, je vous ferai un petit mail avec donc le lien de cette application mobile pour que vous puissiez la télécharger, le lien aussi de notre échange, comme ça vous aurez le lien YouTube et vous pourrez regarder ce moment passé en notre compagnie. Et voilà. Ces ateliers, on les organise tous les mercredis matins en ce moment, pour au moins encore un mois, comme vous le savez, probablement encore après. Là, pour l'instant, on est toujours sur cet exemple d'application mobile Stay at Home. Je pense que soit la semaine prochaine, soit celle d'après, le contenu changera et on fera une autre application. Donc, ça sera peut-être intéressant pour vous de participer. Probablement une application plus de type web ou de présentation, moins mobile, moins app. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on vous l'indiquera quand on fera ce changement de programme. Si vous connaissez des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par l'atelier, ils sont les bienvenus. Et dans tous les cas, je vous remercie de votre intérêt pour Panda Suite et j'espère que vous aurez des beaux projets et je vous souhaite tout le meilleur à venir et de prendre soin de vous, tout simplement. Merci. Merci à vous. Bonne continuation. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir.